Alors, on va parler un peu du recours en expropriation déguisée. Euh, de façon générale, en fait, les tribunaux reconnaissent qu'il est légitime là, pour une municipalité ou une MRC d'imposer certaines restrictions aux droits de propriété via la réglementation municipale, surtout quand il est question justement d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement. Donc ça, c'est un principe qui est quand même bien établi. Euh, Les tribunaux viennent également confirmer là, que, évidemment, ces pouvoirs-là doivent être imposés de bonne foi et d'une manière qui est conforme aux objectifs de la loi. Donc, les pouvoirs municipaux au niveau du zonage ne sont pas illimités et il y a plusieurs critères justement à considérer. Donc, on va regarder là, essentiellement, est-ce que la municipalité avait le pouvoir d'adopter la municipalité ou la MRC, là, je l'utilise de façon un peu interchangeante là, pour cette partie-ci de la formation. Mais bon, est-ce que la municipalité ou la MRC avait le pouvoir d'adopter la mesure qui est prévue? Est-ce que ça vise vraiment des fins municipales qui sont légitimes, comme par exemple la protection de l'environnement, la conservation de certains milieux? Euh, Est-ce que justement, puis c'est un peu avec ça que je voulais faire un lien là, lors de la dernière explication pour la décision de 2019 dont je parlais, est-ce que l'intérêt collectif lié à la protection d'un milieu humide ou hydrique surpasse l'intérêt individuel que pourrait avoir quelqu'un de jouir pleinement de sa propriété? Donc, c'est vraiment la balance de ces intérêts-là qui est souvent là, mise à l'épreuve devant les tribunaux en matière d'expropriation déguisée. Est-ce que l'intérêt collectif au niveau de la protection de l'environnement prime ou pas sur l'intérêt personnel, individuel d'un citoyen d'utiliser son territoire, son terrain comme bon lui semble? Donc, c'est vraiment cette balance-là qui vient créer là, certains enjeux au niveau des recours judiciaires. Et ensuite, là, la dernière étape là, au niveau de l'analyse du recours en expropriation déguisée, c'est est-ce que les mesures réglementaires viennent priver complètement ou pas un propriétaire de son droit de propriété? Puis, la notion d'utilisation raisonnable, d'utilisation normale, si on veut, d'un territoire, ça l'a fait couler quand même beaucoup d'encre dans les dernières années. Je ne ferai pas une revue complète de la jurisprudence en matière d'expropriation déguisée parce que, bon, ça pourrait faire l'objet d'une formation en soi, mais je ne peux pas passer sous silence la fameuse affaire du PROC contre ville de Mascouche. Je ne ferai pas non plus un résumé de cette affaire-là, mais pour comprendre, c'est que c'est une des décisions, là, je veux dire, de 2022 qui a été quand même un point tournant au niveau des municipalités et des MRC, au niveau de la notion d'expropriation déguisée. Décision dans laquelle justement la Cour en est venue à la conclusion qu'il y avait eu une expropriation déguisée au sens là, justement de l'article 952 du Code civil du Québec. Donc, l'article 952, là, justement, prévoit que le propriétaire contraint de céder sa propriété pour une cause d'utilité publique doit recevoir une juste et préalable indemnité. Donc, ça veut dire qu'un propriétaire qui se fait exproprier, mais de façon informelle, si on veut, il a le droit de recevoir une indemnité. Et donc, c'est la réparation, si on veut, de la perte de son bien. Donc, un extrait de cette décision-là indique là, qu'il est indéniable que les villes, notamment par leur pouvoir de zonage, jouent un rôle de plus en plus névralgique dans la gestion de l'environnement. On le voit, là, on le sait très bien avec l'élaboration des PRMHH et tout ça. Donc, il est également incontestable que la protection de l'environnement dans toutes ses dimensions constitue une cause d'utilité publique. C'est vraiment l'affaire de tous. Euh, En vertu du pouvoir, des pouvoirs en matière d'environnement, les MRC et les municipalités peuvent imposer une charge supplémentaire aux propriétaires. Or, il demeure que sous réserve d'une éventuelle habilitation législative spécifique en ce sens, qui n'existait pas en l'espèce en 2022, euh,
Le coût de cette mesure ne peut revenir au seul propriétaire, lequel a droit à une indemnisation suffisante. Donc, en fait, c'est suivant cette décision-là de 2022 que la loi sur l'expropriation a été modifiée et que toute la notion justement d'expropriation déguisée dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a également été modifiée. Est-ce qu'on a encore des questions aujourd'hui? Oui. Donc, malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la réponse à tout. Il n'y a pas une recette exacte à suivre pour être 100% certain qu'il n'y a aucun risque de poursuite. Bien que la loi ait été modifiée, on va en parler dans quelques secondes. Ça ne donne pas justement, là, comme je dis, une recette exacte à suivre. En fait, c'est vraiment une situation qui va être analysée au cas par cas, dans le sens où une MRC pourrait adopter une norme tout à fait légitime, mais en raison de l'effet de cette norme-là sur un citoyen, ben, en fait, ça pourrait donner lieu à un recours judiciaire à cause de l'effet de la norme sur un citoyen, versus une autre MRC qui adopterait exactement le même texte qu'une autre, mais que dans la circonstance d'une autre MRC, si ça n'a pas d'effet préjudiciable sur un citoyen quelconque, ben, il n'y aura potentiellement pas de recours. Donc, une norme pourrait être tout à fait légale, légitime, mais à cause de l'effet qu'elle a sur un citoyen X ou Y, ben, ça va donner une conclusion différente. Donc, il pourrait y avoir un recours ou il pourrait ne pas y avoir de recours. Donc, il n'y a pas une façon d'écrire des normes au niveau du zonage, au niveau du schéma qui va vous garantir que vous ne serez pas poursuivi. Il n'y a pas de formulation non plus qui peut vous garantir justement l'absence de poursuite. Et bien que l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ait été modifié là, justement en, euh, en 2023, ça ne vient pas non plus vous garantir une absence de poursuite. Mauvaise nouvelle aujourd'hui, là. Par contre, il y a quand même un certain cheminement qui est fait à cet égard-là. Donc, en 2023, comme je le disais, là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a été modifiée, notamment les articles 245 à 245,6. Et on est venu vraiment encadrer l'obligation d'une municipalité d'indemniser un propriétaire lorsque des mesures adoptées en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont un effet expropriant. Donc, on est venu en quelque sorte tenter de légiférer en fonction des dernières décisions jurisprudentielles qui sont rendues. C'est sûr que c'est jamais plaisant là, pour une MRC ou une municipalité de se faire poursuivre, mais au niveau vraiment strictement juridique, au niveau du droit, les décisions des tribunaux ont quand même une importance. Ça fait avancer le droit, ça fait changer les choses. Et donc, bien que quand on est au milieu d'une poursuite puis qu'on a beaucoup d'autres choses à faire que de gérer ce genre de situation-là, on aurait souhaité pas se retrouver dans cette situation-là. C'est quand même pas toujours une mauvaise nouvelle de savoir qu'il y a un recours judiciaire parce que ça peut amener les tribunaux justement à rendre des décisions. Puis, ultimement, c'est un des facteurs qui fait vraiment évoluer le droit. Donc, ça peut vous consoler si jamais vous êtes dans une situation là, justement de recours judiciaire, dites-vous que vous contribuez à l'avancement du droit. Alors, justement, avec tous les recours judiciaires qui ont eu lieu là, en matière d'expropriation déguisée, il y avait vraiment une ambiguïté à savoir ben, comment est-ce qu'on coïncide l'obligation d'élaborer un PRMHH, l'obligation de modifier le schéma d'aménagement, les règlements municipaux qui en découlent, ça vient d'une obligation du gouvernement provincial, mais malgré tout, on peut quand même se faire poursuivre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment ça marche? Bien là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est venue quand même euh, nous aider un peu, je vais dire, en balisant là, certaines normes. Donc, par l'effet du nouvel article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le législateur prévoit les circonstances où l'accomplissement d'un acte prévu à la LAU emporte une obligation d'indemniser. Et donc, on vient également redéfinir aussi le cadre d'analyse pour déterminer est-ce que oui ou non un immeuble, puis quand je parle d'un immeuble, je parle d'un terrain, là, pas juste un bâtiment,
est susceptible de la notion d'une utilisation raisonnable. Donc, l'utilisation raisonnable, c'est un concept qui a été justement défini antérieurement en jurisprudence. On y faisait référence. C'était vraiment un critère qui a été élaboré par les tribunaux. Là, ben, désormais, il se retrouve dans la loi. Là, j'aime pas ça faire des grosses citations comme ça à l'écran, mais pour l'article 245, je me suis permis quand même une exception. Donc, c'est le nouvel article qui est en vigueur en ce moment. Je vais le lire, là, je vais tenter de le décortiquer là, avec vous sommairement, puis après, on va y aller là, en fonction des décisions qui ont été rendues par rapport à ça. Donc, l'accomplissement d'un acte prévu par la présente loi ne crée aucune obligation pour celui qui l'accomplit d'indemniser. Donc là, on se rappelle, la présente loi, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc schéma, zonage, tous les règlements municipaux adoptés en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, à la base, on indique là, que ça ne crée aucune obligation pour celui qui l'accomplit d'indemniser en vertu de l'article 952 du Code civil. Une personne qui subit, par l'effet de cet acte, une atteinte à son droit de propriété sur un immeuble, pour autant qu'il demeure possible de faire une utilisation raisonnable de l'immeuble. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un règlement ou un acte vient limiter les droits d'un citoyen sur son immeuble, la loi vient maintenant clairement dire ça ne peut pas faire l'objet d'une indemnité et donc pas d'un recours en expropriation déguisée qui demande une indemnité. Sauf qu'il faut au moins qu'il reste une utilisation raisonnable de l'immeuble. C'est là où ça devient quand même intéressant parce qu'on vient définir, tenter de définir qu'est-ce qu'une utilisation raisonnable. On vient d'indiquer là, dans le deuxième alinéa que l'utilisation raisonnable est considérée lorsque l'atteinte au droit de propriété est justifiée dans les circonstances, ce qui doit s'évaluer dans une perspective de proportionnalité en tenant compte, entre autres, des caractéristiques de l'immeuble. Donc là, je pense aux caractéristiques, par exemple, des milieux humides et hydriques à protéger, des objectifs prévus dans un plan métropolitain, un schéma ou dans un plan d'urbanisme et de l'intérêt public. Donc, si les objectifs de protection et de conservation sont clairement établis dans le schéma, là, il y a quand même une présomption d'utilisation raisonnable. Et quand on parle d'intérêt public, ben là, il y a plusieurs décisions qui viennent réitérer que la protection de l'environnement, ça fait partie de l'intérêt public. Donc, tout ça, c'est quand même, je veux dire, facilitateur pour les MRC et les municipalités au niveau des mesures par rapport à la protection de l'environnement. Donc, on continue ensuite en indiquant qu'une atteinte au droit de propriété est réputée justifiée. Donc, on reconnaît, il peut y avoir une atteinte au droit de propriété. Ça va être réputé, donc une présomption justifiée aux fins du deuxième alinéa, donc le deuxième paragraphe, lorsqu'elle résulte d'un acte, donc règlement, résolution, qui respecte l'une ou l'autre des conditions suivantes. Donc, l'acte vise la protection des milieux humides et hydriques. L'acte vise la protection d'un milieu autre qu'un milieu visé au paragraphe 1 qui a une valeur écologique importante, donc les milieux naturels. Comme je le disais au début de la formation, il y a certaines MRC qui sont allées plus loin dans leur règlement, dans leur PRMHH. Et donc, on vient également protéger, si on veut, ces initiatives-là. Et l'acte est nécessaire pour assurer la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens. Là, je pense plus justement aux normes par rapport aux zones inondables, entre autres, où on va plus parler de la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité des biens. Donc, c'est quand même un article, comme un moment, si on veut, névralgique. Par contre, je n'ai pas la prétention de vous dire là, exactement c'est quoi la portée de cet article-là, parce que malheureusement, en date d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de décision finale sur l'interprétation, la portée de cet article-là. Donc, bien sûr que là, tous les recours en expropriation déguisée qui étaient pendants ou qui étaient entrepris, en fait, il y a eu comme beaucoup de changements au niveau de ces recours-là parce que le dernier petit paragraphe est quand même très important. On vient de dire le présent article est déclaratoire. Ça veut dire que
dès qu'il est entré en vigueur, et donc il est en vigueur, il s'applique. Mais il s'applique également à l'égard des recours qui étaient déjà entrepris. Donc, des gens qui avaient des recours entrepris devant les tribunaux, puis qui étaient rendus à un moment X ou Y de la procédure, qui n'avaient pas eu de procès ou quoi que ce soit encore, ben il a fallu qu'ils changent leur fusil d'épaule pour dire, OK, là, maintenant, il y a des nouvelles normes qui s'appliquent. Et donc, ça a entraîné quand même plusieurs modifications au niveau des recours. Et donc, c'est pour ça que je dis quand il n'y a pas encore de recours final à ce sujet-là, il n'y a pas de décision finale par rapport à ces normes-là, c'est qu'en ce moment, c'est plus des décisions transitoires, des décisions plus en lien avec la procédure civile, la gestion des recours pour dire, OK, il y a une nouvelle norme qui s'applique, une norme qui est issue de la jurisprudence antérieure, mais qui vient quand même circonscrire certaines balises. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On doit modifier notre recours pour que le tribunal qui va être appelé à rendre une décision le fasse en vertu de ce nouvel article-là. Donc, je pense que dans les années à venir, parce que malheureusement, oui, ça prend souvent des années avant d'avoir une décision, euh, il risque d'y avoir certains éclaircissements par rapport à l'interprétation de cette décision-là. Parce qu'à la base, bon, c'est sûr que ça semble donner quand même support aux MRC dans le cadre de leurs décisions, du support aux municipalités aussi, dans le cadre de leurs décisions en matière de protection de l'environnement, protection des milieux humides et hydriques. Mais il en demeure pas moins qu'un propriétaire qui avait un projet qui estimait pouvoir faire un projet qui estimait pouvoir être très lucratif, quoi que ce soit, qui se voit brimé dans ses droits, c'est sûr qu'il va tenter de faire changer la donne, puis d'intenter un recours pour faire annuler là, le règlement. Donc, je ne veux pas dire c'est sûr, mais il y a des bonnes chances quand même, malgré cette disposition-là. Donc, encore une fois, il n'y a rien qui l'empêche d'entreprendre un recours, mais cette nouvelle disposition-là vient quand même donner un petit peu plus de support, si on veut, aux municipalités et aux MRC pour, euh, pour appuyer, si on veut, leurs décisions en matière de protection de l'environnement. Donc, par rapport à cette disposition-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vient, on vient préciser là, dans l'article 245 que l'acte visé par le recours doit créer une atteinte au droit de propriété. Et donc, ça, de facto, ça vise nécessairement pas le PRMHH ni le schéma d'aménagement, parce que ces deux outils-là n'ont pas d'effet direct sur les citoyens. Et ça, c'est vraiment la, la Cour qui le dit, là, que autant le schéma d'aménagement que le PRMHH n'ont pas d'effet direct sur les citoyens. Et donc, ces outils-là ne pourraient pas être contestés dans le cadre d'un recours en expropriation déguisée en disant je suis exproprié en raison du schéma d'aménagement et de développement. Donc, euh, la Cour l'a confirmé d'ailleurs récemment en 2025. Donc, le recours en expropriation déguisée va plutôt viser les RCI, les règlements de contrôle intérimaire, et les règlements municipaux d'urbanisme. Par contre, ça ne veut pas dire que les MRC ne seront pas impliqués dans ces recours-là. On va le voir d'ailleurs dans la section un petit peu plus sur l'appel en garantie. Alors, il n'y a pas d'interprétation jurisprudentielle de ce nouvel article, mais il y a quand même des décisions à surveiller parce qu'en 2024, je ne sais pas exactement ce recours-là, il est rendu. Ouais, mais en 2024, la Cour d'appel, qui était appelée là, à se prononcer dans le cadre de l'affaire de Boisé des Hirondelles, là, pour ceux qui connaissent mieux cette décision-là, son surnom, je vais dire ça comme ça, c'est la décision Ville de Saint-Bruno de Montarville contre Sommet Prestige, c'est l'affaire Boisé des Hirondelles. Euh, donc, en Cour supérieure, là, on est venu indiquer là, que les dispositions créent un effet d'expropriation et que Sommet Prestige était bel et bien dépossédé de son bien, qu'il n'y avait aucune utilisation raisonnable. Donc, les parties sont allées en appel de cette décision-là, du moins la Ville est allée en appel de cette décision-là, avec les questions de puis là, au moment justement de l'appel, ben là, est venue la question, est-ce que le tribunal devrait tenir compte
des nouvelles dispositions applicables en matière d'expropriation déguisée, donc du nouvel article 245. Et ce que la Cour d'appel est venue indiquer, c'est que, en fait, elle renvoyait l'affaire à la Cour supérieure pour que la Cour supérieure rende un nouveau jugement qui se prononce sur cette affaire-là, mais à la lumière du nouvel article 245 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, un recours qu'on croyait terminé là, a été, si on veut, ravivé par cette nouvelle disposition-là. Donc, la Cour d'appel a dit que moi, qu'elle ne disposait pas des faits nécessaires là, pour se prononcer. Les cours d'appel, c'est vraiment des tribunaux de révision. Ce pas des tribunaux devant lesquels on administre de la preuve, qu'il y a des interrogatoires, tout ça. La Cour d'appel, c'est vraiment un tribunal de droit qui va regarder euh, justement le droit derrière les questions, mais l'administration de la preuve, ça se fait vraiment devant les tribunaux inférieurs, donc la Cour supérieure. Alors, c'est pour cette raison-là que la Cour d'appel a renvoyé la question à la Cour supérieure en disant à la Cour supérieure, bon, ben maintenant, tu dois réévaluer la question, mais à la lumière des nouvelles dispositions. Donc, à suivre. Comme je vous dis, là, je ne suis pas 100% sûre de où c'est rendu cette affaire-là. Parfois, il y a des cas qui se règlent aussi hors cours, donc ça ne donne pas lieu à des jugements. Mais comme je le disais, bon, c'est sûr que quand on est dedans, c'est pas toujours plaisant d'être impliqué dans un recours judiciaire, mais c'est quand même ça qui nous permet d'interpréter le droit, c'est ça qui permet également de faire avancer le droit. Donc, il y a quand même des aspects positifs là, au recours judiciaire de manière plus générale. Même chose, justement, pour l'affaire du PROC contre Mascouche qu'on croyait terminée. En fait, dans l'affaire du PROC contre Mascouche en 2022, comme je le mentionnais, on en est venu à la question, à la conclusion là, qu'il y a eu expropriation déguisée. Par contre, le recours n'était pas 100% terminé et là, il y avait des questions plus de technicalité là, au niveau des indemnisations et tout ça. Mais considérant que le recours n'était pas encore complètement fini, euh, l'entrée en vigueur de l'article 245 a comme ravivé le débat. Et donc là, il y a eu des décisions de la Cour supérieure, de la Cour d'appel, mais c'est des décisions qu'on appelle intérimaires. Donc, c'était des cas où la Cour était appelée à se prononcer sur comme la radiation de certaines allégations dans la procédure. C'était vraiment des questions de procédurite, je veux dire ça comme ça. Et donc, ce n'est pas une interprétation au fond de l'article 245 qui venait vraiment nous donner là, plus de, de- de- de direction là, sur la teneur de cet article-là, mais quand même, on prend les bribes d'informations là où on en trouve. Puis dans ces affaires-là, la Cour s'est quand même prononcée de façon assez sommaire là, sur cet article-là en confirmant les objectifs du législateur. Donc, l'objectif, c'est vraiment de doter les tribunaux d'un nouveau cadre d'analyse. Donc, on venait reconnaître que c'était une nouveauté, un nouveau cadre d'analyse et donc potentiellement que ça peut changer la donne dans certains jugements. On consacre le principe qu'un règlement d'urbanisme peut restreindre l'exercice du droit de propriété sans indemnité. Donc, ça, c'est quand même important. On vient confirmer là, on peut restreindre le droit de propriété. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne peut pas faire exactement le projet qu'il voulait que nécessairement ça donne droit à une indemnité. On donne aussi plus de prévisibilité pour la planification du territoire par les municipalités et les occupants. Bon, le dernier point, je suis quand même très consciente là, qu'il y a quand même encore plusieurs questions qui demeurent en suspens. Donc, plus de prévisibilité, c'est une tentative, c'est un pas dans la bonne direction, mais je suis consciente que vous avez encore plusieurs questions et même si lors de la période de questions, vous m'en posez, ça se peut fort bien que je n'ai pas les réponses à vos questions à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas tellement en dire plus que ce que la loi prévoit. Il n'y a pas tellement plus d'indicateurs là, au niveau de l'interprétation à donner de ces dispositions-là, mis à part de
faire du mieux qu'on peut, puis ensuite voir ce que ça donne, là. C'est un peu ça. Donc, l'article 245, justement, l'interprétation n'a pas encore été mise à l'épreuve des tribunaux. Effet principal de l'article 245, qui est quand même pertinent pour les MRC et les municipalités, c'est vraiment le renversement du fardeau de preuve. C'est qu'on vient donner une confirmation de la légalité des actions de la municipalité ou de la MRC lorsqu'il est question de mesures là, adoptées en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et donc, c'est pas à la MRC ou à la municipalité de justifier ces actions, c'est plutôt à la personne qui veut les contester que revient le fardeau de démontrer justement euh, que malgré tout, les objectifs de la loi n'ont pas été respectés. Donc, ça donne quand même comment dire, donc, un fardeau de plus aux personnes qui voudraient intenter un recours en expropriation déguisée. Ça vient quand même créer une protection additionnelle pour les municipalités. Ça se justifie très bien, là. Je veux dire, euh, la, la ligne directrice du fait que l'obligation d'élaborer des PRMHH vous vient du gouvernement provincial, puis que de ça découle le schéma d'aménagement, le RCI potentiellement et des nouveaux règlements d'urbanisme locaux. Tout ça se tient très bien là, d'un point de vue juridique. Et à ça, si on ajoute en plus le nouvel article 245 qui vient dire que vos décisions sont réputées là, et c'est une utilisation raisonnable du terrain, bien là, vient faire l'espèce de pendant avec la protection de l'environnement, l'intérêt public. Tout ça, c'est un puzzle qui est bien complet, là, si on veut. Mais on ne peut pas non plus prévoir les cas, puis c'est sûr que dans certaines circonstances, il risque quand même d'y avoir des poursuites, malgré toutes ces protections-là qui sont mises en place de plus en plus par rapport là, à ça. Donc ici, là, on vient un peu décortiquer ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure là, en lisant l'article. Mais bon, l'atteinte va être réputée justifiée. Donc, le mot réputé, c'est vraiment ça, là, la création de la présomption qui est en votre faveur, qui est en faveur là, des MRC. Euh, donc, si l'acte, le règlement, le schéma, le PRMHH, les règlements d'urbanisme visent l'un ou l'autre des objectifs suivants. Là, on revient là sur la protection des milieux humides, hydriques. Hop là. Ah, bon, il y a quelqu'un qui a comme dessiné. Donc, la protection des milieux humides et hydriques, la nécessité d'assurer la santé ou la sécurité des personnes. Donc, on a vu là, les principaux recours, je dirais, c'est les recours, le pourvoi en contrôle judiciaire ou le recours en expropriation déguisée qui va souvent être un mélange, si on veut, de pourvoi en contrôle judiciaire qui vient contester parfois certaines normes adoptées et qui vient réclamer également une indemnité. Donc là, on est plus dans un volet dommage, recours en dommage. Alors, c'est les types principaux, si on veut, de recours qui sont intentés contre les organisations municipales. Mais dans quel autre cas est-ce qu'une MRC pourrait être impliquée dans un recours judiciaire? Mais là, entre en jeu l'appel en garantie, qui est un mécanisme, si on veut, juridique prévu dans le Code de procédure civile. L'appel en garantie, là, c'est vraiment quand une MRC en fait, ça vient indiquer qu'une MRC pourrait être impliquée dans un litige initié à l'encontre d'un règlement municipal d'urbanisme à titre de défenderesse en garantie. Évidemment, l'appel en garantie, ça ne vise pas juste les MRC, là, ça peut être dans n'importe quel type de recours civil, là, sans égard aux municipalités. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux municipalités, c'est vraiment un concept juridique qui est propre à la procédure civile de façon générale. On le voit en assurance, on le voit en recours même en vice caché, toutes sortes de recours juridiques qui n'ont pas du tout rapport avec les municipalités. Il peut y avoir ce qu'on appelle des appels en garantie. Mais dans un cas, là,
aujourd'hui, dans un cas vraiment de la mise en œuvre des PRMHH, en fait, l'appel en garantie, ça serait le cas où une municipalité serait poursuivie. La municipalité indique, ben là, je me fais poursuivre en raison de mon règlement municipal, mais moi, mon règlement municipal, je l'ai adopté parce que c'est la MRC qui m'a forcé à l'adopter via son règlement, son document complémentaire. Et donc, si moi, je suis tenue de verser des dommages, ben en fait, ça devrait plutôt être la MRC qui est tenue de verser des dommages euh, en lien avec, par exemple, une expropriation déguisée, parce que les normes sont obligatoires et m'ont été imposées par la MRC. Et donc là, ça serait la MRC qui serait impliquée dans le recours, même si à la base, c'est la municipalité qui était poursuivie. Pour que la MRC vienne, par exemple, utiliser l'article 245 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour venir défendre la disposition du document complémentaire en disant, ben, cette disposition-là est adoptée dans une optique de protection de l'environnement, je bénéficie de la présomption d'utilisation raisonnable, le recours devrait être rejeté. Je le simplifie grandement, mais c'est un peu ça, la mécanique qui pourrait se poursuivre, donc qui pourrait se passer. Et donc, les MRC pourraient non pas uniquement être poursuivis par des citoyens, mais ils pourraient également être poursuivis par des municipalités. Il y a deux aspects là, à considérer au niveau de la procédure civile. Il y a ce qu'on appelle l'appel en garantie. Ça, c'est quand la personne, le défendeur, donc dans notre cas, ça serait par exemple la municipalité, qui veut impliquer la MRC, elle doit démontrer qu'il y a un lien de droit entre elle et la MRC et qu'il y a un lien de connexité entre l'action principale, donc ce qui est reproché à la municipalité, et le recours en garantie, donc ce que la municipalité reproche à la MRC. Dans le cas d'un appel en garantie, par exemple en matière d'expropriation déguisée, la MRC pourrait être condamnée à payer des dommages, donc elle pourrait être impliquée là, dans les conclusions. Et ça crée en quelque sorte un recours distinct. Donc, le citoyen poursuit la municipalité et ensuite la municipalité poursuit la MRC, mais tout ça va être entendu dans le cadre d'un même débat judiciaire, généralement. La question de la mise en cause, donc si la MRC est simplement mise en cause dans le cadre d'un recours, ça peut être fait soit au début du litige ou un petit peu plus tard, si jamais on réalise que ça devient nécessaire. Quand la MRC est mise en cause dans un litige, en fait, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement de conclusion à son égard, mais on veut quand même que la MRC soit partie prenante au litige parce que le jugement pourrait lui être opposable. Donc, il pourrait être tenu de respecter certaines conclusions énoncées dans le jugement. Donc, si par exemple, on veut se prononcer sur la validité du schéma ou des choses comme ça, ben là, il se pourrait que la MRC soit mise en cause parce que les conclusions du jugement pourraient avoir un impact sur les actes posés par la MRC. Donc, dans les exemples jurisprudentiels qui suivent, vous allez voir, selon la nature de ce qui est demandé, ça pourrait avoir une incidence positive ou négative sur la possibilité d'être appelé en garantie ou pas. Donc, dans l'affaire excavation et construction abiaire contre Ville de Saint-Lazare, c'est à la fois un recours en expropriation déguisée, mais c'est un recours en expropriation déguisée et en dommage à l'encontre de la Ville de Saint-Lazare. Donc là, on réclame l'argent, on dit que les dispositions adoptées par la Ville de Saint-Lazare créent une expropriation déguisée. Euh, et donc, la Ville, elle produit une demande d'intervention forcée. Donc, ça, c'est le nom de l'acte de procédure, afin d'appeler en garantie, entre autres, la MRC. Elle appelle en garantie également, là, si je ne me trompe pas, d'autres organismes, là, mais j'ai un petit blanc de mémoire. Donc, essentiellement, la Ville, comme dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, là, elle allègue que les règlements qu'elle a adoptés lui permettent uniquement de se conformer à ses obligations de conformité et aux orientations de la MRC en matière d'aménagement du territoire. Et ces mesures étant dictées par le gouvernement du Québec. Donc, on remonte la ligne du temps, si on veut, jusqu'au gouvernement du Québec.
Elle ajoute aussi là, que les demandeurs ne poursuivent pas les véritables responsables de la situation de fait dans laquelle les demandeurs se trouvent. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même intéressant d'un point de vue juridique, là. Donc, dans ce cas-là, en fait, le tribunal a rejeté l'appel en garantie, a dit que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était pas opportun de le faire. Pourquoi? Parce que, bon, la présence de la MRC, de la communauté métropolitaine et du procureur général du Québec, quand on voit PJQ, là, c'est procureur général du Québec, ça c'est quand que le gouvernement du Québec est impliqué aussi là, dans les recours. On vient dire que la présence n'est pas nécessaire pour trancher le litige à ce stade-ci, c'est-à-dire pour l'évaluation de la conformité du règlement municipal. Donc, est-ce que le règlement municipal est légal, oui ou non? Est-ce que le règlement municipal crée une expropriation déguisée, oui ou non? Bien, on vient dire que la MRC n'a pas besoin d'être impliquée dans le recours à ce stade-ci. Le tribunal précise toutefois que dans l'éventualité où il en vient à la conclusion que, par exemple, le règlement municipal n'est pas conforme et que la municipalité est tenue d'indemniser excavation et construction ABR, bien là, à ce moment-là, la municipalité pourrait potentiellement se retourner contre la MRC, la CMM et le PJQ et dire, ben là, moi, j'ai été tenu d'indemniser un citoyen en raison des dispositions que j'ai adoptées, mais je vous en tiens responsable et donc je vous réclame le montant que j'ai eu à payer. Mais dans ce contexte-là, la Cour vient dire que ça, c'est vraiment deux recours distincts. Parce que si on en vient à la conclusion que le règlement est conforme, qu'il n'y a pas d'expropriation déguisée, bien, la présence de la MRC est complètement inutile au litige. Donc, ça, c'est un exemple quand même intéressant où, oui, on attaque les règlements municipaux, mais que dans ces circonstances-là, la présence, à cause des conclusions qui sont demandées, puis de la façon que le recours a été entrepris, après, le recours contre la MRC serait juste en deuxième temps. Fait que ça serait un recours vraiment en responsabilité civile de la municipalité à l'encontre de la MRC. Donc, ça, c'est quelque chose qui se peut aussi. Évidemment, je, l'idée, c'est qu'il y ait une communication, si on veut, entre les parties pour tenter d'éviter de se retrouver dans une position comme ça, comme celle-ci. Mais il en demeure pas moins que, bon, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous parler là, des risques qui sont possibles. Bien, ça, c'en est un. Quel, un risque possible et qui s'est déjà produit là, justement pas plus tard qu'en 2024. À le prochain. Un autre exemple, cette fois-ci, justement, où euh, l'appel en garantie a été accepté, qui est justement une circonstance un peu différente. C'est l'affaire Service de rénovation RS contre Ville Saint-Bruno de Montarville. Vous allez voir, là, si jamais vous allez lire cette affaire-là, vous allez voir que le demandeur avait des problématiques avec Sainte-Julie et avec Saint-Bruno. Là. Donc, il y a plusieurs parties d'impliquées, là, mais pour les fins de la présentation aujourd'hui, je le simplifie un peu. Donc, dans cette affaire-là, c'est Ville de Saint-Bruno, initialement, entre autres, qui était poursuivie. Mais Ville de Saint-Bruno a appelé en garantie la Ville de Longueuil parce que Saint-Bruno allègue que l'effet de sa réglementation de zonage provient de son obligation de conformité. Donc, le même motif, si on veut, que dans l'affaire Saint-Lazare qu'on vient de voir. Donc, c'est la même justification. On vient dire, ben là, moi, j'ai adopté mon règlement de zonage en lien avec mes obligations de conformité. Par contre, dans ce dossier-ci, à cause de la manière en fait, à cause de ce qui était réclamé, la Cour est venue confirmer que l'effet de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme créait un lien de subordination. Donc, il y a un lien de droit entre une MRC ou une ville MRC là, et une municipalité en lien avec l'adoption du schéma et du règlement de zonage. Et dans ce cas-ci, la Cour conclut également qu'il existe un lien de connexité. Donc,
dans l'autre affaire de Saint-Lazare, c'est le lien de connexité qui était pas présent. Mais là, dans ce cas-ci, là, on est venu conclure qu'il y avait un lien de connexité entre le recours récursoire de Saint-Bruno à l'encontre de Longueuil et la demande introductive d'instance. Donc, ici, la Cour en est venue à la conclusion qu'à cause des conclusions qui étaient recherchées, qui visaient également la réglementation de la ville de Longueuil, euh, il y avait un risque de jugement contradictoire. Donc, ça ne pouvait pas se faire en deux étapes, comme pour l'affaire Saint-Lazare. On comprend donc que dans une même circonstance, il peut y avoir deux conclusions différentes. Et donc, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend, en fait, de la manière dont le demandeur intente son recours, puis de la manière, euh, les choses qu'il demande dans le jugement en question. Donc, c'est vraiment propre à chaque situation, si on dit. Mais c'est important de comprendre il y a de la jurisprudence, là, entre autres de la Cour d'appel, qui vient vraiment confirmer là, qu'il y a un lien de droit entre la municipalité et la MRC. Et donc, il y aurait un risque, effectivement, que vous soyez appelé en garantie si jamais la municipalité là, est poursuivie. Donc, une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on évite ça? Ben, en fait, comme je l'ai dit à quelques reprises, il n'y a pas moyen de complètement éviter les poursuites. Par contre, on peut se rappeler globalement, c'est quoi nos obligations en tant que MRC? Là, je sais qu'il n'y a pas juste des MRC ici aujourd'hui, mais c'est quand même dans le cadre du comité pour les MRC. Là, donc, j'ai repris là, principalement les obligations des MRC. Donc, c'est quoi les obligations légales des MRC? Bon, on l'a vu, la MRC est responsable d'élaborer et d'adopter un PRMHH en respectant les procédures de la loi sur l'eau. Point numéro un, respecter les dispositions 15 et suivantes là, de la loi sur l'eau. Si ça c'est fait, on peut cocher un check qu'au moins on ne pourra pas se faire poursuivre en indiquant, là, en se faisant invoquer qu'on n'a pas respecté la procédure de la loi sur l'eau. Mais un citoyen ne pourrait pas inventer des procédures additionnelles pour dire, ben, il aurait dû faire ci, puis il aurait dû faire ça comme ça. Non. La procédure à suivre, c'est vraiment celle qui est prévue dans la loi. Ensuite, la MRC, comme la loi le prévoit, est responsable d'assurer la compatibilité de son schéma d'aménagement avec son PRMHH. On se souvient que le mot compatibilité, là, c'est vraiment un mot qui est subjectif. Puis les tribunaux ne vont pas venir vous dire est-ce que vous avez bien fait cet exercice de compatibilité-là ou pas? C'est à la MRC que ça revient vraiment la responsabilité d'assurer la compatibilité. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de le faire? C'est à vous de le voir. C'est vraiment quelque chose qui tombe là, dans votre cours à vous, puis les tribunaux ne vont pas se pencher sur vos décisions politiques de choisir de protéger tel milieu versus tel milieu, puis est-ce que ça aurait été plus opportun de protéger un autre un milieu d'une telle façon? Ça n'appartient pas aux tribunaux de vous dire quoi faire, comment faire, puis qu'est-ce que vous auriez dû faire. C'est vraiment dans votre cours, mais il faut quand même que le schéma soit compatible avec le PRMHH. La compatibilité, ça ne veut pas dire non plus que le schéma doit être absolument identique à ce qui est prévu dans le PRMHH. Il peut y avoir certaines variances, certaines mesures là, pour s'adapter à la réalité territoriale aussi. Euh, je veux dire, les choses peuvent changer. On s'entend, les milieux humides et hydriques, c'est des milieux qui sont vivants, là, qui sont appelés à être modifiés aussi au cours du temps. Donc, si jamais il y a des changements sur le territoire, ben, peut-être que le schéma devra s'adapter à ces changements-là. Ce n'est pas une obligation légale d'être collé sur le PRMHH, mais on doit assurer quand même la compatibilité. Euh, donc, il y a quand même un aspect subjectif d'analyse à ça qui revient justement dans votre cours, puis qui tombe toujours dans le politique.
Puis on se rappellera que justement, les tribunaux interviennent beaucoup moins dans les questions politiques. Ensuite, quelles autres obligations sont pour la MRC? La MRC doit proposer toute modification utile au schéma d'aménagement en vue de mieux assurer cette harmonisation conformément aux règles prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, ça revient un peu à, à ce que je disais là, tout à l'heure au niveau de la compatibilité. C'est à la MRC de décider quel changement elle fait et pourquoi elle les fait et comment est-ce qu'elle les rédige. Puis, même chose pour les règlements de contrôle intérimaire, le dernier point. Elle doit prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par la loi sur l'eau. Donc, c'est vraiment, s'il y en a, j'ai vu tantôt, là, je vous avoue, là, j'ai fait un, un petit survol là, de certaines questions. Puis j'en ai vu une justement une personne qui se questionnait sur le contrôle intérimaire. Je veux juste être bien clair, là, le contrôle intérimaire, ce n'est pas une obligation légale pour toutes les MRC. C'est pas, la loi ne prévoit pas là, que toutes les MRC doivent adopter un règlement de contrôle intérimaire. En fait, je vais vous dire ce que la loi prévoit, là. C'est l'article 15.5 de la loi sur l'eau. À la dernière phrase, on indique là, la MRC doit également prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, on n'en dit pas plus que ça. Euh, Qu'est-ce qui est une mesure de contrôle intérimaire appropriée? Ben, c'est à vous de le dire. Moi, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui est approprié ou qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est vraiment approprié dans le contexte de votre PRMHH. Il y a des MRC, des villes qui sont plus sévères. Il y en a d'autres qui sont moins sévères. Ça va vraiment être du cas par cas. Il n'y a pas là, une procédure définie par rapport à ça. Mais je veux juste aussi que vous ne reveniez pas à votre bureau après la formation en disant Mon Dieu, on est obligé d'adopter un RCI, on ne pensait pas, il faut faire ça là, là. Donc, il n'y a pas de délai précisé dans la loi. Il n'y a pas. C'est vraiment là, un processus qui est établi de façon à vous laisser quand même une espèce de marge de manœuvre pour analyser quelles seraient les mesures appropriées pour voir à la mise en œuvre du schéma. Mais l'idée générale qu'il faut garder derrière la tête, c'est que les MRC ont passé énormément de temps à élaborer un plan régional des milieux humides et hydriques, à identifier les milieux à protéger. Il serait dommage qu'entre le délai d'analyse et de mise en œuvre finale sur le territoire, tous ces efforts-là soient voués à l'échec parce que, il y aurait eu plein de demandes de permis qui auraient permis en quelque sorte la destruction de ces milieux humides-là, alors que la réglementation n'était pas encore officiellement en vigueur au niveau local. Donc, l'objectif du contrôle intermédiaire, c'est de venir quand même protéger l'effort que vous avez fait au niveau de l'élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, mais ce n'est pas quelque chose qui est euh, clairement établi dans la loi sur la manière dont on doit le faire. Donc, ça laisse quand même une certaine discrétion au niveau là, des MRC. Quelques stratégies gagnantes. Donc, c'est peut-être un peu utopique lancé comme ça, mais il en demeure pas moins là, que c'est quand même important de le dire. Alors, consultation de la population, évidemment, dans la mesure du possible, dans la logique des choses aussi. Est-ce que ça s'applique à vous? Est-ce que c'est pertinent pour vous? Donc, tout ça, c'est des questions à analyser vraiment au cas par cas, mais l'idée générale d'aller peut-être un peu plus loin que ce que la loi prévoit n'est pas mauvaise. On peut y avoir des stratégies justement de communication pour véhiculer les messages importants. Quand la population, comme je le disais, se sent impliquée, il y a potentiellement une plus grande acceptabilité sociale des modifications à venir. Quand il y a une meilleure compréhension des modifications, ben, des fois, ça peut faciliter l'acceptation de certaines mesures.
Donc, beaucoup dans la façon de transmettre l'information, ça peut vous aider là, à minimiser les risques de poursuite au-delà du fait de simplement respecter les obligations légales. Aussi, l'identification soignée et rationnelle des lieux visés, favorisant une approche adaptée aux réalités locales. Donc, éviter justement le copier-coller. Je sais que ça peut être très intimidant, si on veut, de travailler sur ces outils-là. C'est des outils quand même assez laborieux. C'est beaucoup, beaucoup de travail, mais le fait de personnaliser ces outils-là pour votre réalité, bien, ça va vous aider potentiellement à justifier pourquoi est-ce que vous avez pris cette norme-là. J'ai déjà eu un litige là, où quelqu'un a répondu à une question en disant, ben, on a toujours mis ça là, mais je ne sais pas trop pourquoi c'est là. Puis, ben, je pense que j'ai pris un modèle de quelqu'un d'autre, puis c'était là. Mais tu sais, si on dit ça devant un juge, le juge va dire, ouais, vous auriez peut-être dû aller un peu plus loin que ça, là, dans la réflexion. Donc, si on vous demande pourquoi est-ce que vous avez adopté cette norme-là, l'idée, c'est de connaître la réponse ou de connaître la personne qui connaît la réponse. Euh, Justement, au niveau du fait de connaître la personne qui connaît la réponse, j'en viens au point de documenter la démarche et les vérifications techniques effectuées afin de justifier les décisions. Donc, il faut essentiellement pouvoir justifier les décisions, documenter les démarches. Puis dans la mesure où ça c'est fait, ça va être encore plus difficile de venir dire que la décision n'a pas de bon sens. Et si on la justifie en disant, bon, ben, mon voisin a fait ça, puis je ne sais pas trop pourquoi moi j'ai fait ça, c'est plus difficile à justifier dans ces circonstances-là, puis ça peut attirer le citoyen qui conteste la disposition pourrait s'attirer la sympathie du tribunal là, si la MRC a juste ça à répondre. Mais je sais que vous avez plus que ça à répondre, là. Je dramatise un peu, mais ça vous donne quand même une idée, là. Respect des processus d'adoption et des outils de mise en œuvre, selon moi, c'est la chose la plus simple, si on veut, à respecter pour minimiser les risques de poursuite. C'est la chose qui est la plus c'est une normative objective également. Et s'assurer là, de la cohérence des choix pour le territoire aussi. Ça revient avec la justification des décisions, l'approche concertée. Euh, donc, trois thèmes, là, si on veut, là. Respect des procédures légales clairement établies dans la loi, transparence dans la communication, clarté des décisions, et ensuite, euh, approche personnalisée et documentation des décisions qui sont propres à la MRC. Ce serait vraiment globalement les bonnes pratiques que je recommanderais. Euh, Puis, pour en venir justement à la conclusion, vous vous rappelez que le PRMHH, c'est vraiment un outil de planification, euh, que là, vous êtes vraiment rendu à la mise en œuvre. Puis je comprends que les recours judiciaires, ça peut faire peur parce que c'est vraiment à ce stade-ci que les recours judiciaires peuvent commencer à être introduits, dans le sens où on l'a vu avec l'affaire Tourbière-Lambert, c'est pas le PRMHH qui peut avoir un effet direct sur les citoyens. La Cour l'a confirmé d'emblée. Alors, ça va vraiment être sur les outils de mise en œuvre. Il n'y a pas de disposition que vous pourriez écrire dans le schéma qui viendrait faire en sorte que qu'il serait impossible de vous poursuivre. Il existe des moyens de diminuer les risques de poursuite. On l'a vu là, il y a quelques instants dans les bonnes pratiques, les stratégies. Euh, donc, l'idée, c'est de venir diminuer les risques de poursuite, mais on ne peut jamais exclure complètement la possibilité d'être poursuivi. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est vraiment s'assurer qu'on aura des bonnes réponses à donner à la Cour, une bonne justification à donner. Et donc là, il y a des moyens qu'on peut prendre pour vraiment avoir des excellentes chances de succès devant la Cour. Donc, il y a des moyens à prendre pour éviter de perdre, mais il n'y a pas vraiment de moyens à prendre pour éviter d'être poursuivi parce qu'un citoyen mécontent qui veut poursuivre aura le droit de poursuivre. Donc, voilà. J'espère que la formation vous a plu. Ça conclut le tout. Puis, je suis disponible pour les questions.